Bienvenue dans le 75e tutoriel de notre formation 100 jours DevOps. Dans ce tutoriel, nous allons donc continuer avec la formation sur GitHub Action. Déjà dans le tutoriel précédent, nous avons vu ce que c'est que GitHub Action. Nous avons mis sur pied un simple workflow pour réellement comprendre ce que c'est que GitHub Action. On a parlé brièvement des étapes pour mettre sur pied un workflow. On a expliqué ce que c'est qu'un workflow aussi et on a vu ces différentes étapes. Maintenant, dans ce tutoriel, on va entrer plus en profondeur des concepts et voir vraiment comment la syntaxe d'écriture d'un workflow. On va commencer, pour entrer en profondeur, on va commencer réellement par comprendre donc je vais mettre ici concept, GitHub Action, et on va commencer par le workflow. Donc, c'est quoi réellement le workflow? Donc, le workflow est un processus d'automatisation de tâches. Comme nous avons vu, dans un workflow, on peut avoir plusieurs jobs. D'accord? Et le workflow, c'est un fichier à extension. Donc, c'est un fichier à extension YAML. Et ce YAML-là, ça peut être le YML ou bien le YAML. C'est ce que nous avons déjà vu jusqu'ici. Donc, quand tu veux mettre sur pied un CI/CD, dans ton CI, ok, qui est le Continue Integration, l'intégration continue, tu peux faire pas mal de tâches. Donc, tu peux créer plusieurs workflows pour faire, par exemple, ton CI. Tu peux aussi créer plusieurs workflows pour faire ton CD. Et tous ces workflows auront dans l'extension, tous ces fichiers que tu vas créer auront dans l'extension .yaml ou bien .yaml avec A, tout simplement. Voilà, maintenant, le workflow est composé de plusieurs jobs. Maintenant, c'est quoi les jobs? Les jobs, en fait, ce sont les différents grands services, ok, les différentes grandes étapes, je vous l'ai dit, de ton workflow. Peut-être dans ton workflow pour le CI/CD, tu veux faire par exemple un build, ok, ensuite tu veux faire un testing, ensuite tu veux faire un deploy par exemple. Donc, ça sont les grandes étapes. Les grandes étapes de ton workflow, c'est ça qu'on appelle les jobs. Et dans les jobs maintenant, dans les jobs, donc je vais m'écrire ici, euh, les les jobs sont constitués de steps. D'accord? Sont constitués de steps. C'est ce que nous avons déjà vu. Les jobs sont composés de steps. Et dans les steps, on a de steps. Voilà. Les steps sont composés des runs. OK, les runs sont composés des commandes et les commandes sont composées d'arguments. C'est ce que nous avons vu jusqu'ici dans le dernier tutoriel. Aussi dans le dernier tutoriel, on a vu comment créer un workflow. On a compris qu'il fallait d'abord créer le dossier .github. Ensuite, il faut créer le dossier workflows et c'est dans le dossier workflow que tu mets ton workflow. Par exemple, voici le workflow que nous avons mis sur pied juste pour essayer de comprendre. D'accord? Maintenant, après avoir compris cela, on va aller au niveau des variables dans le workflow. Donc, ça, c'est le 2. Donc, je vais me placer à ce niveau. On va dire 2. On va parler des variables. Maintenant, c'est quoi les variables dans le workflow? Les variables dans le workflow, ce sont des variables non sensibles. Donc, dans ton workflow, tu peux créer des variables. D'accord? Maintenant, ces variables, si tu les crées dans ton workflow, tu peux les utiliser dans ton workflow. Maintenant, si tu as plusieurs workflows, tu peux toujours créer des variables qui peuvent être utilisées dans ces différents workflows. Disons par exemple que, on va dire variable du workflow. Maintenant, comment on crée ce genre de variable? On utilise le mot-clé, on utilise le env. Env pour créer les variables du workflow. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, env. Dans env, tu l'utilises pour déclarer les variables non sensibles dans ton workflow. Pourquoi on dit non sensible dans ton workflow? Tu ne peux pas mettre une variable qui est sensible directement dans ton workflow, n'est-ce pas? Tu vas mettre ça dans les variables secrets qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, quand tu as plusieurs workflows, tu peux soit créer des environnements,
Ok, tu peux besoin créer des environnements pour chaque... quand tu as plusieurs workflows et que tu veux créer les variables, si tu as des variables qui vont être utilisées par tous les workflows, soit tu crées ces variables dans... Donc, je vais mettre ici, variable d'environnement. Maintenant, l'environnement peut être quoi? L'environnement, l'environnement peut être l'environnement de développement, l'environnement de staging ou l'environnement de production. OK, ou l'environnement de production. Qu'est-ce que cela voudrait dire? En fait, tu peux écrire des variables uniquement dans l'environnement de développement que quand tu lances ton workflow et que tu veux tester uniquement dans l'environnement de développement, alors, alors à ce moment-là, c'est uniquement les variables de cet environnement que tu peux accéder. Maintenant, si tu es dans l'environnement de staging, tu ne peux pas accéder aux variables de l'environnement de développement. Même chose pour la production. Maintenant, tu peux créer aussi des variables qui sont utilisées par tous les répertoires de ton organisation. Pour cela, tu vas créer les variables d'organisation directement dans ton compte GitHub ou bien dans le compte GitHub de l'entreprise. Maintenant, il y a aussi les variables de répertoire. Les variables de répertoire, ce sont les variables que tu crées directement dans le repo du projet et tous les workflows peuvent utiliser. Tous les workflows de ce répertoire peuvent utiliser ces variables. D'accord? Voilà, donc il faut faire la différence entre les variables du workflow que tu crées avec le env, les variables d'environnement que tu crées dans les environnements. Cela voudrait dire quoi? Ici, donc je vais mettre ici, tu crées d'abord les environnements. D'accord? Donc, tu crées d'abord les environnements. Voilà, avant d'entrer dans ces environnements maintenant, pour créer les variables. Maintenant, tu as les variables d'organisation. Ce sont les variables qui sont utilisées en fonction des permissions que tu donnes, bien sûr, qui sont utilisées par tous les workflows de tous les repos, de tous les répertoires. Maintenant, on a les variables de répertoire qui sont donc les variables que tu crées directement au niveau du repo. Et ces variables peuvent être utilisées par tous les environnements et peuvent être utilisées par tous les workflows. OK, on va voir ça tout à l'heure. Je vais vous montrer comment créer tout ça. Donc, on peut même partir déjà. On va aller ici. Donc, je vais ouvrir mon GitHub. Déjà ici. Pendant ce temps que ça s'ouvre, je vais rentrer ici. Venons par exemple dans le fichier YAML. Dans le fichier YAML que nous avons créé ensemble l'autre jour. Donc, disons que je veux créer une variable d'environnement. OK? Regardez, je veux mettre le mot-clé env, comme vous voyez là, env, deux points, je vais dire myvar, deux points, myvalue. OK? Donc, ça, c'est une variable que je viens de créer. Maintenant, comment l'utiliser? Comment utiliser cette variable? Donc, pour faire simple, je vais venir ici, je vais créer un autre workflow juste qu'on va supprimer avec après. Je vais dire .text YAML. Voilà. Ici, on va voir la syntaxe, en fait, la syntaxe du workflow tout à l'heure. Donc, je vais dire seulement env comme ceci. Et là, je vais dire par exemple ma variable. Et je peux mettre, euh, deux variables comme ceci. D'accord? Donc, voilà deux variables que j'ai créées. Maintenant, on les utilise comment? Tu les utilises ici. Donc, utilisation de la variable. Donc, tu peux soit faire comme ceci. Donc, tu fais dans le contexte comme ceci, deux accolades, tu fais env point, ayant mis le $sign ici, voilà, comme ceci. Donc, tu fais env point myVariable. Donc, là, ça va récupérer le contenu ici. Et aussi, tu peux utiliser comme ceci. Tu fais simplement, tu fais $sign et env comme ceci. Voilà, env myVariable. OK. Maintenant, si ici c'est ouvert, voilà, on est dans le GitHub. Donc, ce que je vais faire, je vais venir, OK, sur mon compte ici. Je vais aller sur le setting.
Ok, setting, il est où? Entreprise, voilà, le voici. Ok, dans le setting ici, je vais chercher où est variable secret. Non. Bon, je vais entrer dans un... normalement, je dois avoir ça ici. Planning. Non. Hmm, Organisation. Non. Bon, je vais entrer dans une organisation pour voir si je peux facilement trouver ça là-bas. Donc là, je vais aller dans le setting. Oui, parce que là, j'étais dans mon compte, n'est-ce pas? Dans le setting maintenant, je vais descendre ici. Ok, voilà, parce que là, j'étais dans mon compte, c'est pour ça que je ne voyais pas. Donc là, je suis une organisation maintenant. Donc là, si je clique ici, vous allez voir Secret Variable. Ok, maintenant, Action, etc. Donc là, Private Registry, je vais prendre Action. Ici, là, vous voyez New Organization Secret que je peux ajouter donc comme variable secret. Il y a aussi les variables non secrets que je peux ici create New Organization Variable. Donc, je peux créer les variables ici dans cette organisation. D'accord? Quand je clique là, par exemple, vous voyez, on me demande le nom de la variable et sa valeur, tout simplement. Maintenant, on me dit Repository Access. Donc, je peux soit dire les repos publics peuvent avoir accès ou les repos privés. Maintenant, pour avoir les repos privés, comme vous voyez là, je dois upgrade mon compte, passer au plan payant pour cette organisation pour avoir cette fonctionnalité, pour que même les répertoires privés puissent avoir accès à cela. On est d'accord, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est comme ça qu'on crée une variable d'organisation. Maintenant, on va rentrer sur mon compte. OK. Maintenant, sur mon compte, je vais aller au niveau du repository. J'ai par exemple ce repository, d'accord, formation DevOps. Je vais entrer ici. Dans ce repository maintenant, dans ce repo, ce que je vais faire, c'est je peux créer une variable de répertoire en allant sur le setting. Vu que je suis dans ce repo, je viens ici et je passe sur secret, aussi action. D'accord? Je peux donc maintenant soit créer euh, des variables secrètes, d'accord? Ou bien soit créer des variables non sensibles tout simplement. Voilà, manage environment variable. Et là, je peux dire, non, je suis parti où? Je suis plutôt allé sur environnement. Non, c'est pas là-bas que je voulais aller. Bon, revenons. Je vais vous montrer pour l'environnement après. J'étais dans le répertoire. OK. OK. Dans ce répertoire, OK. Ça, c'est variable. Manage environment. New repository variable. Voilà, c'est plutôt ça ici en bas. Je suis plutôt allé dans les environnements. Donc, voici ça. Donc, je clique là. Vous voyez, je dois entrer le nom et la valeur, nom-valeur. Et cette variable-ci sera pour le répertoire. Donc, tous les workflows peuvent l'utiliser. Maintenant, on va revenir ici. Je peux créer maintenant mes environnements. Je peux créer un environnement de dev, par exemple. Je dis par exemple développement, d'accord? Un environnement de développement. Et là, je peux donner les permissions aussi à cet environnement-ci, d'accord? Mais si je n'ai pas de permission à donner, ça va. Maintenant, dans cet environnement, je peux ajouter des variables. Parce que tu peux dire, par exemple, require review. OK, tu peux dire wait a timer, etc. Donc, tu peux dire, par exemple, quand, comme on dit, specify people or team that may approve workflow run when access this environment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, quand je dis require a review, c'est pour sélectionner les personnes qui vont devoir regarder le code, OK, regarder le workflow avant de laisser, d'activer l'exécution du workflow. Donc, ils vont regarder ce qui a déclenché, ou bien c'est un code qu'on a poussé, etc. Donc, ce sont les choses que vous pouvez mettre. Il y a ici le timer. Je peux donner le nombre de minutes
que ça va attendre avant que le workflow le déploiement doit commencer. Voilà. Donc ça, c'est le timer. Maintenant, il y a aussi, je peux dire alors administrator to bypass, ou bien je peux enlever, ou bien je peux cocher. Donc ça, c'est pour donner la permission aux administrateurs de simplement utiliser. Maintenant, restriction branch, quelles sont les branches? Donc tu peux dire par exemple, tu vois no restriction, tu peux dire seulement protected branch only. Donc il n'y a que les branches protégées qui peuvent avoir accès à cet environnement. Maintenant, selected branch en tag, je peux dire par exemple selected branch en tag comme ceci, comme vous voyez là. Voilà, et directement, voilà, là, ça set automatiquement. Donc, selected branch en tag. Ou bien, comme vous voyez, d'accord, ou bien je peux dire no branch. Maintenant, ici, je peux donc ajouter, comme j'ai choisi selected branch en tag, je peux donc ajouter les branches. Donc, je peux faire plus et je donne le nom, le pattern de ces branches. D'accord, je peux donner le pattern de ces branches ici, tout simplement, ou des tag rules. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Donc là, je passe. Maintenant, ajouter une variable d'environnement. Je clique là. Je peux donner donc la variable et sa valeur, mais c'est pour cet environnement. D'accord? Je peux dire name et je donne Donald, par exemple, et j'ajoute. Donc, cette variable-ci, c'est pour l'environnement de développement. OK? De développement que je viens de créer. Donc là, je vais supprimer ma variable. OK? Donc là, on me demande le code. Je peux regarder sur mon téléphone. OK. Donc, ce GitHub. OK. Donc là. Donc, voilà, je vous conseille toujours d'avoir ce genre de sécurité sur vos comptes. D'accord? Et là, je peux revenir sur environnement et je peux supprimer l'environnement que j'ai créé. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée les différentes variables. Je vous ai montré comment on crée les variables du workflow, dans le workflow, les variables dans une organisation, les variables dans le répertoire et les variables dans un environnement. Voilà, maintenant, c'est le dernier qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les variables par défaut. Il y a les variables par défaut. Donc, je vais mettre ici default variable, dans les variables par défaut. On va dire variable par défaut. Ce sont les variables qui viennent déjà avec GitHub. D'accord? Par exemple, si tu veux avoir l'auteur, la personne qui a lancé le workflow, qui a déclenché le workflow, tu vois, tu peux avoir le nom du répertoire, le SHA code, l'événement qui a déclenché, la référence, le head reference, le base reference, le server URL, l'API URL, le graph URL. Donc, il y a plusieurs autres variables comme ça d'environnement que tu peux avoir accès. D'accord? Voilà. Maintenant, après ceci, on va parler, on a parlé des expressions, mais je vais encore mentionner ici. Déjà, pour accéder, donc je vais mettre ça ici, 3. En 3. Ici, je vais dire expression. Voilà. Donc, par exemple, ça sont les expressions. Donc, tu vois, pour accéder à, comme je vous ai montré les variables par défaut ici, si tu veux donc avoir sa valeur, voilà comment tu vas voir la syntaxe. D'accord? Voilà la syntaxe. Maintenant, je peux par exemple aussi dans une expression faire par exemple une condition aussi. Je peux dire, je peux faire if git top, point par exemple référence. Si la référence est égale à ref headman, alors je peux exécuter. Donc la tâche qui va suivre va s'exécuter. Au cas concret, ça ne va pas s'exécuter. Ça, c'est une expression. D'accord? Et je vous ai montré comment accéder aux variables, n'est-ce pas? D'environnement. Voilà, c'est ça. Maintenant, les variables secrètes que tu as créées, voilà ça. OK? Maintenant, les variables que tu as créées dans... il y a maintenant les variables que tu as créées au niveau comment on appelle ça, au niveau de tes environnements ou bien au niveau du GitHub, au niveau de ton répertoire
OK? Ou bien au niveau de ton organisation, comment on les accède? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Par exemple, voilà les variables secrets. Tu mets secret point comme ceci. Maintenant, les variables non sensibles que tu as créées là. Voici une variable sensible que tu as créée dans le workflow. Voilà comment tu l'accèdes. Mais les variables que tu as créées hors du workflow, comment tu les accèdes? Tu fais, tu fais ceci. Voilà. Va comme ceci. Point. Et là, tu mets ici. Voilà, donc variable. Donc, ça sont les variables de configuration qui viennent de la configuration. Tu mets comme ça va, point, et tu mets le nom de la variable tout simplement. D'accord? Donc, c'est tout. Juste comme ceci et c'est bon. D'accord? Voilà. OK. Donc là, je regarde. On a parlé des variables de par défaut déjà. OK, c'est bon. Donc, on a parlé aussi du secret, comment accéder aux variables secrets. OK, que tu as créé. C'est bon aussi. Va, point, ta variable qui viennent de ton repo et des différents environnements. OK. Maintenant, on va parler des workflows réutilisables. 4. Les workflows réutilisables. Réutilisable. C'est quoi un workflow réutilisable? Et un workflow réutilisable, en fait, c'est un workflow qui te permet, en fait, que quand tu as écrit, tu peux l'appeler dans d'autres workflows pour éviter la répétition. D'accord? Non, éviter la répétition de répéter les actions. Permet de faire des actions communes. Oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On va dire... quoi d'autre? Oui, je pense que c'est ça. Je n'ai rien oublié. Donc, on va dire... ouais, évite la répétition, permet de faire des actions communes. OK, permet aussi la maintenabilité. Facilite, on va dire ça, facilite la maintenance. OK? Voilà, donc c'est ce que tu vas connaître sur les workflows réutilisables. On va voir ça tout à l'heure. OK? Donc, tu peux écrire un workflow et généralement, on va parler aussi des actions donc, qui te permettent en fait d'éviter de réécrire plusieurs fois la même chose. OK. Ensuite, on va parler de, de l'environnement sain. 5 environnements de déploiement. Voilà. Environnement de déploiement. Oui. Mais dans les environnements de déploiement, tu peux avoir plusieurs environnements. Je vous ai montré tout à l'heure. Tu peux créer plusieurs environnements de déploiement, de travail sur GitHub Action. Tu peux créer un environnement dev, staging et production. Je vous ai montré tout à l'heure comment on crée les environnements de déploiement. D'accord? Voilà. Et quand tu crées, tu peux donner des permissions. Tu peux dire quelle branche appartient à ça, quelle tâche appartient. D'accord? Voilà. Quand je parle comme ça, il ne va pas trop entrer en profondeur parce que je sous-entends que vous connaissez déjà ce que c'est qu'une branche, ce que c'est qu'un tag, etc. Ce que c'est que les permissions sur GitHub parce que nous avons déjà vu tout au tout début de cette formation. Maintenant, en 6, on va parler de l'artefact. De l'artefact. Maintenant, l'artefact, c'est quoi réellement? Pardon. Quand tu fais, à chaque étape à chaque output d'un job, d'accord? À chaque output d'un job, à chaque output d'un job, tu as un résultat. Et ce résultat-là, c'est ce qu'on appelle de l'artefact. D'accord? Ça peut être des fichiers, ça peut être des fichiers zippés, ça peut être des fichiers compressés, ça peut être une image Docker, etc. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'artefact. Maintenant, dans GitHub Action, il y a des outils qui te permettent soit de télécharger ces fichiers, d'accord? Ou bien soit de les charger quelque part, soit de les télécharger sur ta propre machine. D'accord? Voilà. Donc, l'artefact, on va dire que l'artefact,
c'est le output de, de tes jobs. Des jobs, d'accord? Voilà, ça peut être entre parenthèses des zips, des tags, des locks, etc. D'accord? Voilà. Maintenant que cela est clair, en ce qui concerne les variables ici, ce que j'ai oublié, les variables d'environnement, tu peux aussi créer une variable, d'accord, comme tu peux créer une variable avec le env comme ça et l'envoyer comme variable d'environnement, d'accord, en utilisant cette syntaxe. Je vais mettre ici euh, variable, créer une variable, ou bien pas créer, oui, oui, créer une variable d'environnement dans le workflow. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que tu peux faire? Dans ton workflow que tu es en train d'exécuter, donc peut-être dans un job, tu peux faire echo comme ceci. Donc tu peux faire echo ta variable, par exemple, my variable égale à ça, et tu envoies cela dans le GitHub env. Donc, quand tu envoies cela comme ceci là, alors ça fait partie, tu peux les accéder comme ceci. Donc, pour les accéder, tu vas faire github.myVariable. D'accord? Je vais mettre ici en bas. Pour accéder, tu fais simplement GitHub env myVariable. Donc, GitHub comme ceci, myVariable. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai oublié de mentionner plus haut là-bas. Ok, vu qu'on a vu cela, maintenant, il y a pour finir, ici, euh, on va parler des caches de dépendance. Dépendance. Ok, les caches de dépendance, c'est quoi? En fait, quand tu travailles dans un workflow, il peut avoir des packages que tu utilises. Ok, tu veux éviter de chaque fois installer ces packages. Alors, tu peux les cacher. Ces packages peuvent être par exemple Maven, ok, ça peut être npm, ça peut être pip, ça peut être Gradle, etc. D'accord? Ces packages que tu utilises pour faire par exemple le build de tes applications, ok, ou bien pour installer les packages. Alors, à chaque job, tu ne dois pas les installer. Alors, tu les mets en cache. Donc, il y a une façon de les mettre en cache. OK? Donc, il faut connaître ça. Super. OK. Donc, là, maintenant, c'est OK. On a révisé. Ça, ce sont les concepts, les 7 concepts que je voulais qu'on revise pour que vous ayez ça en tête. Maintenant, on va essayer d'apprendre le workflow. Donc, syntaxe, euh, ça s'écrit même comme ça. Syntaxe, je crois. Syntaxe du workflow. OK. Donc là, je vais prendre un fichier ici. On va apprendre ça avec. Quand tu veux mettre sur pied un fichier workflow, la première chose, c'est tu vas donner le name. D'accord? Je vais par exemple dire le nom de ce workflow. Ça va être par exemple déploiement, déploiement test. Ça, c'est par exemple un exemple. Après avoir donné cela, quand tu as donné cela, et déjà l'extension du fichier doit être .yaml, on est d'accord. Après avoir donné cela, maintenant il y a le run name que tu dois donner. Le run name. Maintenant, le run name, c'est quoi? Le run name, c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour essayer de spécifier qui est en train d'exécuter ce workflow. Par exemple, voilà le run name. Je récupère la variable author et je dis il est en train de tester GitHub Action, tout simplement. D'accord? C'est le run name que tu dis. Après cela, maintenant, tu dois donner le trigger. Le trigger. On a parlé du trigger, donc le déclencheur. Tu dois donner le déclencheur. Maintenant, déclencheur.
Le déclencheur. Maintenant, nous avons parlé du déclencheur dans le tutoriel précédent, mais nous ne sommes pas entrés en profondeur. Le déclencheur, c'est avec le on. Maintenant, tu peux dire on, et ça se déclenche quand on fait quoi? Tu peux dire quand on fait un push, d'accord? Ou bien quand on fait un pull request, comme ceci, tu peux les citer. Quand on fait un workflow dispatch, il y a plusieurs éléments, quand, etc. D'accord? Voilà par exemple un exemple. Quand on fait un push, alors ton workflow doit se déclencher. Quand on fait un pull request, alors ton workflow doit se déclencher. Mais ceci n'est qu'un parmi tant d'autres. D'accord? Tu peux dire par exemple que quand peut-être un type d'événement est créé. Alors tu peux dire par exemple, je peux venir ici, je vais dire, tu peux par exemple dire, quand tu as un on comme ceci, deux points, tu descends, tu dis par exemple un événement spécifique, peut-être que ça c'est le nom de ça, le label, et cet événement spécifique peut être l'action. Donc, quelle action a été faite? D'accord? Et si je viens ici, voilà un exemple. Je peux dire on comme ceci. Je vais dire par exemple, si quelqu'un crée on va dire quoi? Si quelqu'un crée un issue, disons comme ça, si quelqu'un crée un issue, voilà, s'il a créé un issue, maintenant de quel type? Voilà. Donc, si quelqu'un crée par exemple un issue, l'action dans le type, par exemple open, éditer, millstone, demillstone, close, reopen. Voilà. Donc, si quelqu'un a créé un issue, OK, et c'est de type open, et ou bien a édité, ou bien millstone, voilà, ou bien demillstone, ou bien close, ou bien reopen, alors directement je lance le workflow. Donc, ça, c'est un autre. Maintenant, ça peut être un push sur une branche spécifique. OK? Donc, je vais dire on. Ça peut être un push sur une branche spécifique. Et je vais dire push sur une branche, par exemple, la branche main. D'accord? Ça peut être sur la branche main. Aussi, ça peut être sur la branche master. Ou bien aussi sur une branche, par exemple, release, dans une branche, toute branche qui commence par release. Donc, voici un reject. Donc, toute branche qui commence avec le mot release, alors ça déploie. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est un autre que vous devez connaître. OK? Voilà. Je peux aussi dire on. Je peux dire, OK, on peut être un issue, comme ceci, de type ça. Et je peux aussi ajouter, pas seulement le label issue, je peux aussi dire, à part ça, je peux aussi dire, je peux aussi dire, on push, d'accord? Je peux aussi dire on push, et je précise on push sur la branche main, par exemple. Donc, comme ceci. Donc, soit sur un issue, soit sur une branche. Quand je dis un issue et je donne c'est son type, soit sur une branche, lors d'un push et je donne les branches. Je ne sais pas si vous voyez un peu le jeu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je peux aussi faire sur un pull request. D'accord? Un pull request. Maintenant, un pull request sur quelle branche? Je peux dire par exemple sur la branche main, sur la branche master, etc. Vous voyez un peu la différence, n'est-ce pas? Voilà. Après, je peux aussi dire sur un tag. Je peux dire sur un tag aussi. Je peux dire sur un tag. Donc, tout tag qui commence par V, ok, je peux dire, d'abord, je peux même dire un tag V1, V2 par exemple, comme ceci. Donc, si ça a déjà V2 comme ceci, alors ça déploie. Ou bien si c'est seulement ou bien V2 avec n'importe quoi qui va suivre, d'accord, n'importe quoi qui va suivre, peut-être 2.1, 2.2 dans un tag, alors tu me déploies. OK? Voilà. Donc, ça, c'est les différents on que tu peux avoir. Maintenant, c'est pas tout. Maintenant, ça peut être aussi on schedule. OK? Tu peux aussi faire, donc tu peux programmer à un temps. Peut-être tu dis chaque 5 minutes, etc. D'accord? Donc tu peux dire on. Maintenant, il faut que je vous explique ça. Déjà, comment on les programme?
Il faut savoir que ce sont les crons. Et si vous avez été développeur back-end, vous pouvez comprendre ça rapidement. Donc, c'est étoile, 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 étoile. C'est 5. Le premier étoile, le premier, c'est les minutes. OK? Entre, voilà, les minutes entre 0 et 59. Donc, 0 et 59. Le deuxième, ce sont les heures. Entre 0 et 23. 23 heures. Entre 0 et 23 heures. Le troisième ici, ce sont les jours. Le troisième, c'est les jours, non pas les jours de la semaine. Ce sont le troisième, c'est encore quoi là? Oui, ce sont les jours. OK, les jours, mais je crois les jours, hein. Oui, le troisième, oui, ce sont les jours entre 0 et 31. Voilà. Maintenant, quatrième, le quatrième, ce sont les mois, pas les jours de la semaine. Ce sont les mois. Voilà. Donc ici, nous avons le troisième, c'est les jours du mois. D'accord? Du mois. Et là, on a le quatrième, ce sont les mois de 1 à 12. Et le cinquième, ce sont les jours de la semaine de 0 à 6 ou bien de Sunday à Saturday. Donc là, tu as les étoiles comme ça. Si tu veux faire maintenant Maintenant, pour mieux comprendre ça, vous pouvez venir regarder le diagramme-ci. Voilà, vous voyez, minute, heure, jour du mois, mois et jour de la semaine. Maintenant, vous voyez voir étoile, ça veut dire toutes les valeurs, hein, any value. Maintenant, la virgule veut dire value list separated. Donc, si tu veux dire, par exemple, citer 2 jours ou bien 2 heures. Donc, par exemple, à la minute 2 et à la minute 10, tu vois, tu mets la virgule. Tu vois un peu, si tu veux dire à l'heure, à 4 heures et à 5 heures, tu mets 4 virgules. Mais si tu veux donner un intervalle, alors tu peux dire entre 4 heures et 6 heures. Tu vois un peu? Voilà, si tu veux mettre les pas, alors tu mets un slash. Donc, vous pouvez lire ici pour mieux comprendre. Le lien sera en description. Maintenant, on va prendre un exemple ici. Donc, là, maintenant, tu peux faire un schedule. Comment tu fais ton schedule? Je vais venir ici. Tu peux faire on, comme ceci. Tu peux faire schedule, comme ceci. Tu veux faire, par exemple, Chrome. Donc, tu veux voir tous les minuit, par exemple. Donc, ici, tous les jours à minuit. OK? Donc 00. Tous les jours à minuit, ça va s'exécuter. Tous les jours encore à 12 heures. OK? Tous les lundis, parce qu'on a mis un ici. Tous les lundis. Si vous voulez les lundis et les mardis, je mettais 2 comme ceci. OK? Donc là, on a pris 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais juste prendre lundi et mardi. Voilà, comme ça. Donc, là, c'est tous les lundis et mardi à midi. D'accord? Ici, je vais dire tous les jours à minuit. D'accord? On peut aussi faire ceci. Je peux dire cron. Donc, ça, c'est la programmation de ça. Et là, je peux dire, on peut dire 30. D'accord? 35. 5 et quoi d'autre? Tu peux faire étoile, étoile, 3 par exemple. OK. Bon, étoile, je vais dire 1, 3. Voilà. Donc, on va dire quoi? Bon, là, j'ai aussi mis 5. Donc là, c'est les lundis, mercredi et vendredi à 5h30 du matin. D'accord? Vous voyez, 5h30 du matin. Donc les lundis, les mercredis et les vendredis à 5h30 du matin. Donc, ça, c'est un schedule. Donc, ça ne va pas attendre l'événement ici, ça sera le cron en fait. OK? Qui va lancer le déploiement. OK. Donc, ça, c'est premièrement, donc après avoir donné
le name, le rename, tu dois donner maintenant les déclencheurs. D'accord? Et je vous ai montré les différentes étapes pour les déclencheurs. OK. Après les déclencheurs maintenant, après les déclencheurs, tu peux donner les permissions. Les permissions que ce fichier peut faire. OK? Tu peux par exemple dire lecture, si ça peut écrire, si ça peut faire les write pull requests, etc. Donc, tu peux aussi donner des permissions. D'accord? Après euh, les permissions, tu peux aussi donner, tu peux dire, tu peux donner le concurrency. D'accord? Quand tu donnes le concurrency, voilà, tu donnes le groupe, c'est le workflow. Quand tu donnes le concurrency, tu donnes le groupe github.workflow, git.référence. Maintenant, cancel in progress égale à true. Qu'est-ce que ça veut dire, le concurrency? Le concurrency veut dire que tu vois, par exemple, moi, je pousse le code, n'est-ce pas? Et ça lance le déploiement. Par exemple, parce que j'ai poussé sur la branche main. On est d'accord? Et directement, 2 minutes encore, un autre développeur pousse sur la branche master. Et lui, il est à jour. Donc, il a bien eu les conflits. Peut-être il a poulé mon code. Il a tout arrangé. Il pousse sur la branche master. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est si tu as mis le concurrence ici, alors ça va simplement annuler. Donc, cancel in progress, ça va annuler ma part et relancer pour lui. Mais au cas où tu ne fais pas ça, alors ça va build ma part et build pour lui aussi. Mais si tu mets cela, ça va cancel le mien et pour lui va reprendre. D'accord? OK. Donc, maintenant, après ça, après la syntaxe, il y a les jobs. Maintenant, les jobs, comme vous connaissez, tu dois donner le job. Maintenant, le job, après, quand tu as le job, tu dois donner le name du job. D'accord? Ton job, c'est quoi? C'est le... Donc, en fait, d'abord, tu donnes le name, donc name du job. Donc, peut-être c'est un build, par exemple, que tu es en train de faire. Après que tu as donné le name du job, ça va tourner sur quelle machine? D'accord? Il y a maintenant, ici, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux faire même tourner ça sur plusieurs machines. D'accord? Tu peux tourner ça sur Ubuntu, comme tu vois là, ou bien tu peux simplement lister même une matrice sur laquelle ça va tourner. D'accord? Tu peux faire OS et point, et dans OS ici, tu cites les systèmes d'exploitation sur lesquels tu veux que ça tourne. Tu vois un peu? Voilà, donc tu peux faire Windows, Lattes, Ubuntu, etc. Que tu veux tester ton workflow dessus, ton job dessus, je vous l'ai dit. Donc là, si tu veux tourner juste ici, tu fais ça. Après, tu dois donner les steps. Les steps, d'accord? Après, tu dois donner le step. Dans le step maintenant, tu as les actions que tu peux réutiliser. Maintenant, tu as les names que tu peux donner pour chaque run. OK? Voilà, name, tu vois, tu fais le run. Name, tu fais le run. D'accord? Comme vous pouvez voir là, Rona OS, ça c'est pour avoir le système d'exploitation, mais on va entrer en profondeur du système d'exploitation dans un autre tutoriel. D'accord? Voilà, quand tu as fait tout ceci, tu peux créer d'autres jobs encore. D'accord? Tu peux venir là. On va dire par exemple que tu as le job de test. Maintenant, dans le job de test, tu peux dire que ton job de test doit attendre le job du build. À ce moment-là, ça va être progressif. Donc, celui-ci doit terminer avant que celui-ci doit prendre lieu. Mais c'est parce que tu as mis le needs là. D'accord? Après, tu as peut-être le job. Après, tu as peut-être. Voilà, tu as le build. Mais dans le build va peut-être attendre que celui-ci finisse, etc. D'accord? Voilà, et là, il va déployer. Maintenant, si tu veux dans le build préciser que les deux doivent avoir terminé, tu peux mettre comme ceci. Tu mets build. Donc, c'est juste pour vous montrer, hein, ben, parce que le test dépend déjà du build, donc on doit plus normalement mettre les deux. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, les actions ici que vous allez voir, vous allez vous poser la question, c'est réellement quoi? Use action, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des codes qui sont déjà écrits, ok?
Et ces codes-là, tu peux simplement les utiliser. Ces codes-là, généralement, c'est des codes qui ont été écrits et testés. Ça peut être une image Docker, etc. Donc, un code qui a été écrit et testé que tu peux utiliser pour donc faire ton job, en fait. D'accord? Voilà, mais on va entrer en profondeur de tout ça de tout ça dans dans le prochain tutoriel. Maintenant, tu peux toi-même écrire aussi tes propres actions. OK? Pour écrire tes propres actions, tu vas venir sur GitHub, pas dans le workflow. Tu vas venir ici, tu vas dire, tu vas créer un dossier, pardon, tu vas créer un dossier que tu vas appeler Action. D'accord? Dans Action, maintenant, tu peux créer un autre dossier que tu vas appeler, disons quoi, Hello. OK? Maintenant, dans Hello, maintenant, tu peux créer un fichier que tu vas appeler action.yaml. OK? Et dans ce fichier, tu peux écrire ton action. D'accord? Tu peux écrire le code réutilisable que tu veux. Et quand tu as écrit ça maintenant, tu viens ici là. Voilà comment tu l'utilises. Tu viens là. Tu vas dire par exemple use. Tu vas faire point comme ceci. Là, tu vas faire GitHub Action. Et là, c'était quoi? Hello. Pour moi, c'était Hello, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez, GitHub Action. OK? Action. Et Hello, le dossier dans lequel les fichiers là, les fichiers se trouvent. Tout simplement. Donc, ça, c'est un Action que je viens de créer. D'accord? Et c'est tout. Donc là, je vous ai appris la syntaxe, mais il y a beaucoup d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés dans la syntaxe, mais ça, c'est la syntaxe globale. Maintenant, pour ces éléments que je n'ai pas mentionnés dans la syntaxe, vous pouvez les retrouver directement. Vous pouvez les retrouver directement. euh, Attendez, je commente aussi ça. OK, vous pouvez les retrouver directement sur la documentation de GitHub. Donc, syntaxe, je vais mettre ça ici. Donc, ici, cette documentation couvre toute la syntaxe. Mais j'ai couvert toutes les grandes parties, mais il y a certains que je n'ai pas touché. Donc là, tous ces trucs, si je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? Mais il y a certains thèmes, par exemple, si tu veux que ça déploie uniquement quand il y a les fichiers JavaScript, par exemple. D'accord? Donc, ce sont les trucs qu'il faut lire pour comprendre. OK? Comme vous voyez là. Il y a, voilà, les workflow calls aussi que vous pouvez essayer de regarder pour comprendre. OK. Les permissions, je vous ai parlé des permissions, le push. OK. Les branches. Voilà, tu peux aussi mettre le concurrency sur un environnement directement que tu as créé. D'accord. Donc, OK, les permissions. Bref, vous pouvez regarder. Ça, c'est le concurrency. C'est ce que je vous ai montré. Voilà, donc vous pouvez parcourir ça pour essayer, parce que ce qui est sûr, il y a des éléments. Par exemple, comme vous voyez ici, les use 10, use 10, use 10. Vous pouvez déjà même lire ici là parce que c'est très bien expliqué. OK, maintenant, voilà, vous pouvez aussi utiliser des variables secrètes. Oui, on a parlé de ça. Vous pouvez assigner, par exemple, 8. Ça, c'est si vous voulez vous connecter, par exemple, à un répertoire. OK? Donc, vous faites 8 repository, tu donnes la référence, le token et le path, par exemple, pour avoir accès. Donc, si ça, c'est un truc privé. Vous voyez un peu? Donc, là. Ok, c'est toujours. Vous pouvez aussi vous connecter peut-être à un VPS, vous connecter peut-être à un EC2, à Docker Hub pour pousser par exemple une image. D'accord? Voilà, donc ce sont des choses que vous pouvez faire. Par exemple, regardez INV, GitHub, dont vous donnez vos variables que peut-être vous allez utiliser pour vous connecter à quelque chose. Voilà. Par exemple, il y a aussi les versions. Voilà par exemple un truc que je ne vous ai pas montré. Par exemple, si tu veux tester ton application peut-être sur plusieurs versions de Node.js, alors voilà comment tu définis la matrix et tu appelles ta matrix.
Maintenant, tu utilises une action Node.js déjà configurée pour ne plus tout installer toi-même. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK, même chose. Tu veux tester, oui, je crois que j'ai commencé à vous montrer ça. Tu veux tester sur plusieurs systèmes d'exploitation. Alors, tu mets la matrix. OK, tu mets la liste des systèmes d'exploitation. Tu donnes la version aussi du node que tu veux utiliser. D'accord? Ah, et là, tu fais run on. Tu donnes le OS. Tu fais la matrix.os. Donc, matrix.os. Et tu, node version, tu fais matrix.version. Voilà. Donc ça, c'était la syntaxe globale du GitHub Action. Il y a énormément de choses que vous pouvez encore apprendre sur GitHub Action. Parce que là, il y a par exemple how to use. OK. Il y a plusieurs vraiment topics ici, plusieurs chapitres que vous pouvez lire. Et je vous invite à les lire franchement. Oui, il y a aussi les runners, la sécurité, la limite, GitHub Action Import aussi. Voilà, que vous pouvez lire. Il y a aussi les tutoriels qu'ils ont créés. Voilà, Publish a Package, Manage a Work, etc. Il y a les tutoriels, créer un exemple de workflow, build un test de code, authentification avec GitHub, création de vos propres actions, créer des JavaScript actions, créer des composite actions aussi, publier un package, publish Docker image, publish Java package à 8 Gradle, publish Java 8 Maven, publish Node.js application. Vous voyez un peu. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples, des tutoriels qui vous montrent exactement comment on publie un package. Par exemple, si je prends celui-ci, vous allez voir ici, il vous montre étape par étape. Par exemple, regardez, name, publish. Donc ça peut être sur le build. Regardez ce qu'on fait. Publish Docker image. Maintenant, il fait on release type. Donc, quand le release, on va dire publier. Quand ça va être sur le type publier. D'accord? Maintenant, il va dire push to registry. Donc, ça, c'est pour pousser sur un registre. Et là, on va dire name, par exemple, name ici. Maintenant, run on donne la machine les permissions. Donc, package, ça peut write, le package write, les content read, les attestations write, iToken write aussi. Maintenant, step, tu vois, on dit check out the repo, use. Maintenant, ensuite, il nous dit ici logging to Docker Hub, tu vois, tu fais un login sur Docker Hub en utilisant quoi? 8 username et password. Donc, voilà comment tu fais pour te connecter sur le Docker Hub. Maintenant, le Docker name vient d'où? Ça vient du secret que tu as créé. Le Docker password vient d'où? Ça vient du secret que tu as créé. Je vous ai montré ça. Ensuite, tu fais name encore, ID meta, use. Tu mets le metadata action et 8 image. Tu précises my Docker Hub namespace, my Docker Hub repository. Donc, ça, c'est pour préciser ton repo. Maintenant, tu fais build and push des images. Quand tu as tout fixé, donc où tu te trouves, tu fais quoi? Tu fais push, tu fais use docker build push, d'accord? Et tu fais 8 contexte, tu mets point. OK, je vous ai appris ça quand on faisait un Docker, n'est-ce pas? Contexte, tu mets file maintenant, tu précises le fichier, ton fichier Dockerfile. Maintenant, tu fais push through. Maintenant, tag, tu fais step.meta output.tag, step.meta output.label. OK, qui sont les outputs de ça. Ça sont les variables d'environnement que tu es en train d'accéder, tout simplement. Maintenant, tu fais name, generate artifact. OK, comme je vous ai dit tout à l'heure, use, action, attest build, provenance V3, 8 subject name, index, blablabla, comme ceci. Subject index, t push dz et tu dis push to repository égale à true. Donc, voilà par exemple le code pour pousser une image sur le repository. Donc, ça, c'est le workflow de ça. Vous allez vous faire par exemple le workflow pour build une application Node.js ici. Voilà, vous pouvez aussi regarder le workflow vous voyez, c'est très simple, n'est-ce pas? Ça, c'est le workflow pour build une application Node.js. Vous allez voir le workflow pour build une application avec Maven. OK? Voilà le workflow pour build une application avec Maven, tout simplement. Voilà, vous voyez que ça use un action déjà fait. Voilà le workflow pour faire le package avec Gradle. Donc,
Là, OK. Et toujours, vous voyez, il y a les variables d'environnement qui ont été mis. D'accord? Etc. Voilà, donc ça ce sont les choses que, ça c'est ça vraiment le tutoriel, etc. Ça c'était package, stocker des données, utiliser des services conteneurisés, créer une action de Docker, de conteneur Docker, utiliser les conteneurs Docker, créer un conteneur ou un service PostgreSQL, par exemple, tu peux aller sur ça. Et là, tu regardes, OK, comment écrire un job, regarde. PostgreSQL, par exemple, le conteneur, ça c'est le nom du job, run on Ubuntu. Le conteneur maintenant, il précise, OK, le nom du conteneur. Maintenant là, le service, Postgre, image, Postgre. Maintenant env, il précise, il crée son env. Maintenant option, health check dans tout ce qu'il veut vérifier sur son truc. Après step, OK, il installe les trucs, INPN connect sur PostgreSQL, il fait Node.js client.js, OK, et INV, il crée ses variables tout simplement. Donc ça, c'est mettre sur pied un conteneur, un service conteneurisé tout simplement. Maintenant, migrer vers GitHub Action aussi. On montre ici comment migrer, d'automatiser la migration vers GitHub Action, etc. Maintenant, utiliser les actions runner de contrôle. Comme pour dire, on ne pourra pas tout couvrir, mais je vous oriente un peu vers où vous pouvez aller lire pour réellement entrer en profondeur des choses. D'accord? Voilà. Donc, et je les trouve très intéressants parce que les exemples sont très propres ici. Voilà, je peux encore prendre quel exemple? Fermer les problèmes inactifs, ajouter les commentaires à des étiquettes. Voilà, ajouter des commentaires à des étiquettes. Vous allez voir par exemple à tes comments, type label. Maintenant, si il regarde l'événement, si c'est de type. Donc, ça, c'est quand quelqu'un crée un issue et il met label. Il regarde si c'est Herb Wanted. OK, si c'est Herb Wanted, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la permission write. Ça veut dire que le job s'il peut écrire. En fait, il fait step, add comment, il dit run, guide, issue, comment, number, body, tel body, oui. Et env, il fait le secret, le repository et le number qu'il utilise ici, comme vous voyez bien. Et le body, comme vous voyez, git issue. Donc, comme il est en train d'ajouter là, le body qu'il est en train d'ajouter, voilà le message qu'il a ajouté. Issue is available for anyone to work. Donc, quand quelqu'un a créé comme ça, directement, ce workflow va directement écrire ça. Donc, le workflow n'est pas seulement pour le CI/CD, mais c'est aussi pour manager toute la plateforme de façon automatique, tout le répertoire de façon vraiment automatisée. Voilà. Donc, fermer les problèmes inactifs, par exemple. Vous voyez, donc là, on a mis quoi? Un cron. OK, on a mis un cron à 1h30, tous les jours à 1h30. Lui, et qu'est-ce qu'il va vérifier? Il vient ici, là, close issue. Voilà le nom du job, close issue. Voilà, et run on Ubuntu permission write pour request write. Maintenant, il fait step. Use, il donne un action qu'il va utiliser. Maintenant, il dit 8. OK, day before the issue still 30. Day before the issue close 30. OK, still issue label still. Maintenant, still issue manage. This issue is still because it has been open for 30 days with no activity. Donc déjà, quand c'est 30 jours et que on n'a rien fait sur ça, alors close the issue message. This issue was closed because it has been inactive for 40, for 40 days since being marked as still, par exemple. OK? Et là, il met encore l'autre day before p still -1, day before PR close, voilà, -1 aussi, et repo token, donc pour accéder au token. Donc ça, c'est par exemple un code qui permet donc de faire cela, OK, de fermer les problèmes inactifs, comme vous pouvez voir. OK, planifier la création d'un problème. OK, voilà par exemple un autre issue, un autre truc qui planifie. Donc, comme vous voyez, voilà, tous les lundis à 7h20, je crois. Voilà, et là, ça planifie la création. Attendez, je regarde. Create team issue. Donc,
create team issue. Donc là, ça planifie la création d'un issue. Et ce que vous allez voir ici, ça c'est un code shell, tout simplement. Ça c'est un code shell. Donc rien d'autre, hein, c'est un code shell. Donc c'est tout ce que ça fait ici. Close previous égale à true then. Et là, il y a un passeur qu'on est en train de faire. Bon, je ne vais pas trop entrer dedans pour expliquer, mais c'est juste pour faire comprendre que on ne va pas tout gérer ici, mais vous pouvez lire ici et réellement comprendre énormément de choses. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. À nous revoir dans un prochain tutoriel où nous allons donc mettre en place un CI/CD pour déployer une application sur peut-être sur AWS avec GitHub Action.